Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Métal Hurlant. Vu le titre de l'épisode, ça me semblait assez ton sur ton. Alors Métal Hurlant, c'est une revue qu'on ne présente plus, mais comme cette expression est bizarrement toujours suivie par une présentation, sachez que Métal Hurlant est une revue culte des années 70, consacrée à la science-fiction, mais pas que. Consacrée aux univers de l'imaginaire, au sens large. Portée par des artistes devenus rapidement mythiques, Métal Hurlant a eu un impact énorme sur la SF mondiale des décennies suivantes, notamment au niveau du cinéma. Lilou Dallas Multipass. Cette revue, c'était un vrai phénomène culturel, et en 2021, Métal Hurlant a ressuscité sous forme trimestrielle, avec une nouvelle mouture qui rend à la fois hommage au métal des origines, mais propose aussi plein de nouveautés. You want some more? Là, on en est au 14e numéro, et devinez quoi? C'est le numéro des 50 ans. Ça y est, Métal Hurlant a 50 ans. À cette occasion, on a une double couverture de toute beauté, pour faire le choix. Personnellement, ma préférée, c'est celle-ci, où la tête de Jean-Pierre Dionnet est une sorte de champignon hallucinogène à lécher. Voilà, je sais pas pourquoi pas. L'esprit métal. Si quelqu'un a déjà léché la tête de Jean-Pierre Dionnet, qu'il le fasse savoir. Alors, on a plein de bandes dessinées, bien sûr, plein d'histoires et de styles différents. On a des interviews, notamment de Ridley Scott, dont le Blade Runner était, comme vous le savez sûrement, à fond inspiré de Moebius, et que Philippe Manœuvre avait défoncé dans les pages du Métal Hurlant de l'époque, ce qui rend le truc assez cocasse. On a des rubriques diverses et variées, dont une très chouette sélection cinéma par ce cher Bertrand Mandico. Bref, quasi 300 pages de plaisir, touffu et jouasse. Bien entendu, la revue, on peut la trouver en kiosque, en librairie, mais l'idéal, bien sûr, c'est de s'abonner via le lien dans la description qui vous permettra d'avoir jusqu'à 20% de réduction, ce qui est cool. Voilà, sur ce, installez-vous confortablement, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, attention, je vais vous montrer quelques extraterrestres issus d'œuvres célèbres. Ça va aller vite. Il y a un point commun entre ces extraterrestres. Bon, on l'avait vu, c'est le titre de la vidéo, ils sont à poil. Ils sont nus comme des vers, ils sont en tenue d'Adam et Ève. La vaste majorité des aliens dans notre culture, plutôt des représentations des aliens, c'est des aliens nus. Pourquoi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, parce que personnellement, ça me perturbe. Voilà, il y a pas mal de choses qui me perturbent. Ça en fait partie. Alors, pour être clair, ici on va parler des récits de contact. De premier contact ou de second contact, bref. Où des protagonistes humains vont faire la rencontre d'intelligences extraterrestres et où il va y avoir une possibilité de communiquer ou pas. Ou de se faire défoncer par les aliens. Ça arrive plutôt souvent dans ce genre de littérature. On va parler de ces récits en fait parce qu'au cœur de ces récits, il y a ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la manière de représenter l'altérité, ce qui est autre, ce qui est inconnu, ce qui est alien, voilà, littéralement ça signifie étranger, bref, autre, nu. Donc on va pas parler de toute la SF où on découvre des civilisations organisées, du genre le Sénat dans Star Wars, par exemple. On va pas parler du space opéra ou de la space fantasy, au sens large, façon Flash Gordon ou John Carter. Où là l'idée c'est pas de représenter l'altérité, c'est plus de représenter, on va dire, une diversité cocasse, à base de cap et de juste au corps, souvent. Dans ces récits, les extraterrestres, dans la majorité des cas, ils sont quasi identiques aux humains. Voilà, les aliens, c'est Mark Strong, par exemple. Et pour prendre l'exemple de Star Trek Premier Contact, qui pourrait être un petit peu l'exception et un petit peu entre ces deux catégories, ça raconte l'histoire effectivement de comment l'humanité va faire sa première rencontre avec une intelligence extraterrestre, à savoir les Vulcains. Live long and prosper. Mais voilà, dans le contexte du lore de Star Trek, les Vulcains, on les connaît. C'est des humains avec des toges et des oreilles pointues. Du coup, il n'y a pas de représentation de l'altérité, on est en terrain connu. Quant aux univers comme Dune, là, tout le monde y est à la fois littéralement extraterrestre et homo sapiens, donc c'est un délire qui est complètement différent. Et bien sûr, il y a 1 milliard d'exemples possibles pour illustrer ce sujet, donc petit malin, au lieu de me dire que j'ai oublié tel ou tel truc, listez dans les commentaires vos propres exemples. Comme ça, s'il y a des gens à l'avenir qui veulent explorer ce sujet en l'amenant sur d'autres terrains, ils pourront venir sur cette vidéo et aller dans les commentaires et voir une sorte de réservoir d'exemples quasi exhaustif. Ça serait cool quand même. Bref, commençons. Déjà, nos représentations des extraterrestres, elles viennent d'où? Les aliens à poil, c'est pas toujours aller de soi. Bon, je vais arrêter de dire à poil parce qu'on va croire que je parle des aliens à fourrure. Les aliens nus, c'est pas toujours aller de soi. L'histoire des représentations, elle est assez complexe, pleine de circonvolutions. J'aime beaucoup ce mot. On va remonter jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire avec l'apparition des magazines pulp aux États-Unis.
C'est des magazines qui étaient très bon marché, qui sont devenus extrêmement populaires et qui étaient consacrés à toute la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction, le fantastique, le polar, le western, l'aventure, bref, et l'horreur, bien entendu. On va choisir ce moment-là parce que, au début du XXe siècle, avec les publications pulp, la dimension visuelle de l'imaginaire, elle a vraiment passé un cap. À l'intérieur des magazines pulp, c'était des histoires, c'était de l'écrit, c'était pas de l'illustration la plupart du temps, mais les illustrations de couverture notamment, elles ont énormément marqué les esprits. Et de pas mal de manières en fait, les représentations des extraterrestres sur ces couvertures, c'est un peu les premières représentations d'aliens de la culture pop. Okay. Oh, putain, ils sentent bon. Ça, cette odeur vieux moisi. J'ai fait une petite sélection de couvertures de magazines pulp pour vous montrer un petit peu quelle était l'idée. Alors, Planet Stories, bon là on a une créature tentaculaire assez classique avec une tête vaguement humanoïde mais avec une tête hypertrophiée, c'est un trope qui va revenir assez souvent. Amazing Stories, là on a une sorte d'alien géant et humanoïde fantomatique presque issu d'un cauchemar qui mitraille les gens avec la lumière qui sort de ses yeux, façon Yanoche. Astounding Stories, là bon on revient sur du tentaculaire et des têtes hypertrophiées avec un petit scaphandrier quand même parce qu'apparemment ils peuvent pas respirer dans notre atmosphère. Les aliens dans les Simpsons, dans les épisodes spéciaux Halloween des Simpsons, bon c'est clairement une référence au pulp, mais c'est clairement une référence, je pense à cette couverture de Astounding Stories. You'll be at the feast. I have a feeling you'll be the guests of honor. Là c'est une sorte de mix entre un fakir et Colossus de X-Men. Pourquoi pas, il a un crabe géant de compagnie. Là, on a une Amazing Stories, on a une chouette avec une sorte de tentacule qui lui sort du cou et un faciès humain et des ailes insectoïdes. Voilà, là on est vraiment sur une idée de chimère, quoi. Comment représenter ce qui est anormal selon nos yeux d'humains. Là, boum, on a une représentation des aliens qui est assez proche de ce dont on parlera plus tard, quelque chose qui est devenu très très populaire dans notre imaginaire, c'est-à-dire des petits gars nus avec une tête hypertrophiée. Là, on revient sur de la tentacule, du crustacé et des yeux multiples. C'est très coloré, ça fait plaisir. C'est pas très... Il est plus goofy que menaçant, on va dire. Là, c'est ce dont je parlais par rapport à la space fantasy de la cape et du juste corps. Là, c'est... Je sais même pas comment décrire ça. C'est les sortes de petits loquets avec une photo qu'on met autour du cou, là. Mais version... avec des jambes et des tentacules. Des petits gars avec des turbans et des scaphandriers. Un truc insectoïde. Je sais pas. Un ver insectoïde courroucé. Mix entre un cafard et une langouste. Une pendule robot avec des tentacules. Cousin machin, du coup on est sur quelque chose de très humanoïde avec bras, jambes, des yeux, clairement des sortes de fentes qui font office d'yeux, mais voilà, c'est des sortes de touffes de poils. Quelque chose d'insectoïde à nouveau, quelque chose d'insectoïde à nouveau, là c'est vraiment un trope qui se détache. Là on revient sur une dimension humanoïde mais aussi purement fantomatique, on y reviendra. Planet Stories, bon là on est vraiment sur de la space fantasy, tel qu'on en parlait. Insectoïde. Voilà, des trucs géants avec des têtes hypertrophiées, beaucoup d'yeux et des appendices menaçants. Comme vous voyez, c'est assez freestyle, mais on a déjà des tropes qui reviennent. Comme on l'a vu, la tête hypertrophiée, la multiplicité des yeux ou la multiplicité des appendices, qui permettent de saisir. Donc il y a quelque chose qui traduit quelque chose de menaçant déjà, avec beaucoup de choses qui peuvent saisir. Mais aussi une intelligence supérieure, une manière de percevoir qui est supérieure. Bref, des choses qui sont censées nous inquiéter. Du coup, tous ces trucs commencent un petit peu à se dessiner à l'époque. Ça avait donné une sorte de grosse marmite de fantasy, en fait. C'est très fantaisiste, tout ça. Dans La Guerre des Mondes, le roman, qui était sorti en 1898, H.G. Wells décrivait ces extraterrestres comme des sortes de créatures pieuvresques avec une tête surdimensionnée et un bec. Et là, c'est marrant de constater qu'avec la littérature pulp, on est vraiment dans la continuité de tout ça. Et ce qui se dénote aussi, c'est que, voilà, la grande majorité, ils sont à poil. Les auteurs de SF à l'époque et les illustrateurs de SF, c'était vraiment un petit milieu où il y a beaucoup de choses qui étaient estampillées, clichés assez rapidement. Donc il y avait une sorte de renouvellement
qui arrivait, pour tout simplement aussi ne pas emmerder les spectateurs et toujours être un petit peu dans le sensationnalisme. There you go. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait une énorme diversité de représentation des extraterrestres, parce que là on essayait de taper surtout dans du jamais vu. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est une couverture de Amazing Stories qui date de 1940, où des extraterrestres essayent d'imaginer à quoi nous ressemblons, sur la base de critères qui sont pourtant assez réalistes et assez probables. Genre le fait que notre planète est recouverte dans sa grande majorité d'eau, nous imagine comme des créatures amphibiennes, une planète très fertile, donc là, on est des bouffeurs de maïs. Et du coup, on a très peu besoin d'utiliser nos bras, apparemment, pour construire des choses. Voilà. Au-delà de la blague, ça remet quand même pas mal en perspective toute la manière qu'on a d'imaginer à quoi pourrait bien ressembler une civilisation extraterrestre. Et à quel point, même sur la base de critères probables, il est tout à fait possible d'imaginer absolument n'importe quoi. Et puis arrive 1947. 1947, c'est un petit peu le moment zéro de l'ufologie moderne. C'est cette année-là que le pilote américain Kenneth Arnold, et pas Kenneth Anger, j'ai envie de dire Kenneth Anger chaque fois, Kenneth Arnold va témoigner avoir vu en vol un objet volant non identifié. 1947, c'est littéralement le tout premier témoignage d'OVNI moderne. We've seen something, I've seen something, hundreds of pilots have seen something in the skies. We have dutifully reported these things. Alors Kenneth Arnold, quand il essayait de décrire ce qu'il avait vu, il a dit que l'objet avait plus ou moins une forme de soucoupe, et c'est là qu'est né le trope des soucoupes volantes. Bien entendu, la presse a fait ses choux gras de ça. Quand les médias, la presse et tout le monde a repris le truc, soucoupe volante est devenue en fait une sorte de label moqueur pour parler de ce genre de témoignages. Parce que dans la foulée de Kenneth Anger, à partir de la fin des années 40, il y a eu beaucoup de témoignages de gens, de particuliers, qui disaient avoir vu, ou rencontré, ou avoir été enlevés par des extraterrestres. À partir de ce moment-là, vraiment, il y a eu un effet traîné de poudre. C'est ça l'expression ? Et où les témoignages, dans les années et les décennies qui ont suivi, n'ont fait que se multiplier. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Peu de temps après, dans les années 50, on a la création des premiers groupes ufologiques, donc de gens qui essayent de donner un sens à ces témoignages, de compiler les informations à ce sujet. Et c'est là qu'on va commencer à parler de ce qui sera plus tard nommé la figure de l'ufonaute, c'est-à-dire le voyageur extraterrestre. À partir de là, on a tout un lore qui commence à se développer, avec des rumeurs de crash de soucoupes volantes dans le désert, avec des rumeurs d'enlèvements qui créent des débats enflammés. Et les témoignages de rencontres et d'enlèvements depuis les années 50, en fait, ils ont quasi toujours anthropomorphisé les aliens. Les aliens sont toujours décrits comme ayant une forme humanoïde. Alors il y a bien quelques descriptions bizarres au milieu, mais c'est très marginal. Généralement, les gens ne décrivent pas avoir été enlevés par des poulpes fluo. Oh, fuck off, you big lamb! Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est la représentation. Donc, est-ce que, sur la base de ces témoignages, il y a des illustrations qui ont été faites pour un petit peu recouper les descriptions ? Eh ben oui, mais souvent, ces illustrations sont initiées et relayées par la presse, et comme la presse a tendance à se moquer de ce genre de choses, ces illustrations n'ont fatalement pas grand-chose à voir avec les témoignages de base. Genre en 1955, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Kelly, avec un couple d'Américains qui auraient fait une rencontre malheureuse avec des extraterrestres sur lesquels, bien entendu, ils ont essayé de tirer. Ben voilà, c'est à ce moment-là, en fait, qu'est née l'appellation les petits hommes verts, tout comme soucoupe volante, sur la base d'une réinterprétation vite fait de trucs détournés du témoignage des Kelly, la presse a créé cette étiquette de petits hommes verts. Cela dit, il faut mentionner ce dessin qu'un certain Al Crawford a fait en 1971, qui était une manière un petit peu marrante de résumer les différents témoignages, et qui, par un concours des circonstances, en fait, a été repris partout. Dans la presse, sur des couvertures de livres, dans les milieux ufologiques. Donc en fait, c'est une illustration, celle de Al Crawford, qui a beaucoup marqué les esprits. Et à ce stade, en fait, l'imaginaire le plus répandu d'un alien réaliste, bah c'est ça. C'est celle d'un ufonaute habillé. Un petit gars avec un scaphandre. Hello, police headquarters? This is Carter, Johnny Carter. Cela dit, si aujourd'hui je vous demande d'imaginer spontanément un extraterrestre, il y a quand même de très fortes chances pour que vous imaginiez les aliens façon Rencontre du troisième type, l'affaire de Roswell, X-Files, Paul. Ça aujourd'hui, c'est la représentation la plus célèbre, la plus archétypale d'un extraterrestre. C'est celle qu'on appelle le petit gris. Petit gris. C'est mignon comme nom. I bring you love.
It's bringing love. Don't let it get away. Break its legs. C'est-à-dire des figures généralement petites, de couleur assez grisâtre, comme son nom l'indique, avec des yeux impénétrables, noirs, un crâne hypertrophié, qui dénote une intelligence supérieure, et voilà, généralement nus, très nus. Et c'est là que ça nous intéresse. Ils sont aussi extrêmement glabres. Alors, depuis le début du XXe siècle, avec les débuts du pulp et ensuite avec les témoignages d'enlèvements et de rencontres, on a bien certaines choses qui anticipent sur la figure du petit gris, mais rien qui se fixe dans l'imaginaire de manière vraiment définitive ou marquante. Faut vraiment comprendre qu'aucune représentation n'est apparue du jour au lendemain. Elles se sont toutes influencées les unes les autres, ont toujours dérivé vers quelque chose, se sont mélangées, enfin bref, c'est un bordel pas possible. Mais par contre, là, une chose dont on peut être sûr, c'est que en 1977, c'est le succès énorme de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg qui va populariser les thématiques ufologiques auprès du grand public et qui va populariser aussi la figure du petit gris. Je pense que c'est vraiment là, dans les imaginaires, qu'on est passé de la figure de l'ufonaute avec son petit scaphandre à celle du petit gris nu. Bon, dans la foulée, on a le livre The Roswell Incident en 80, qui a marqué le coup d'envoi de toute la mythologie qui entoure l'affaire Roswell, et toutes les théories du complot qui vont avec, bien entendu. Il y a une énorme littérature qui va suivre sur le sujet. On peut mentionner en 87 le livre Communion, qui est un récit d'enlèvement basé sur des faits prétendument réels, qui va connaître un succès fracassant aux États-Unis. Ça va vraiment être un succès de librairie. Et voilà la couverture. J'ai besoin de vous faire un dessin. Pourquoi ça a marqué les esprits? Is this why we came out here, Mulder? To look for UFOs? Bon, après tout ça, bien entendu, on a eu l'énorme phénomène X-Files dans les années 90 qui a continué d'enfoncer le clou, avec tout ce qui est théorie du complot, figure de petit gris, récit d'enlèvement. Le tout, coup sur coup, avec la fameuse fausse vidéo d'autopsie de l'alien de Roswell que le gouvernement américain aurait prétendument laissé fuiter. Voilà, c'est fin années 80, début années 90, c'est vraiment une vidéo qui était extrêmement présente dans les médias, que beaucoup de gens ont pris au sérieux. Un certain monsieur Jacques Pradel en France l'a mis sur le devant de la scène avec une émission spéciale, qui était l'Odyssée de l'étrange. Il demeure un fait, c'est que 27 télévisions à travers le monde ont présenté ces images à plusieurs dizaines de millions de spectateurs. Le quotidien Zarubieżon titre sur 2 pages « Si c'est une falsification, c'est un chef-d'œuvre de désinformation ». Donc, pour résumer, après quelques décennies apparemment, ça y est, les aliens sont officiellement naturistes. Alors bien sûr, là, j'ai parlé d'aliens qui étaient censés être réalistes. Depuis, bien entendu, on a une énorme diversité de représentations des extraterrestres, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Je veux dire, rien qu'avec l'évolution des connaissances scientifiques, on peut imaginer ce qu'on veut, selon le type de gravité, selon le type d'atmosphère, selon le type d'énergie consommée par des organismes extraterrestres. Il y a même certaines théories qui disent que certaines formes de vie extraterrestres pourraient être non pas basées sur le carbone, mais sur le silicium. Il y a aussi des formes de vie extraterrestres qu'on pourrait imaginer tout simplement ne pas être capables de percevoir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, rien que dans le domaine scientifique. Alors en plus, quand tu sors de ça et que tu passes dans la dimension pulp, ça y va. Wow! Mais en gros, aujourd'hui, personnellement, je vois 6 catégories principales d'extraterrestres. Bon, déjà, on a les extraterrestres, on va dire école Roswell. C'est ceux dont on vient de parler, les extraterrestres censés être réalistes sur la base de la mythologie ufologique, les petits gris et toutes leurs déclinaisons. Ce sont des représentations qui sont assez proches du folklore quand on y pense, assez proches des figures de farfadets, de gnomes, de kobolds, de gobelins, quelque chose d'assez spectral aussi. On est vraiment sur une symbolique très simple et donc très forte, dans laquelle on peut insuffler ce qu'on veut. Il est aussi nu, donc malgré son corps chétif et le fait qu'il ait traversé la galaxie, apparemment il ne craint pas pour son intégrité physique. Ce qui est aussi instinctivement assez inquiétant, parce qu'on se dit mais j'ai loupé un truc, il y a quelque chose d'invisible qui les protège, est-ce que je dois m'inquiéter? How dare you! Leave it! Bald-ass alien piece of shit. Et bien entendu, il y a toute une dimension en fait de presque d'innocence, une dimension très asexuée en fait, avec ces formes de fœtus ambulants, comme s'ils étaient à l'origine de quelque chose qui, encore une fois, nous échappe, comme s'ils étaient à la source. La deuxième catégorie, c'est celle que je nommerais les aliens monstres. Bon là, il n'y a pas à tortiller, c'est juste la dimension purement animale et effrayante de l'altérité. Donc bien entendu, pas de vêtements.
Bon là, les exemples, vous les connaissez. Alien, La Mutante, Independence Day, etc. etc. Putain, c'est quoi ce bruitage ça? Après, bon, bien sûr, on a quelques cas de figure un petit peu plus ambigus, par-ci par-là, comme District 9, par exemple, où la quasi-nudité des aliens pourrait être vaguement considérée comme bestiale, mais en fait, elle est surtout là pour accentuer la sensation de pauvreté et de vulnérabilité des populations aliens du ghetto, qui essaient pourtant de s'intégrer, notamment en portant des fringues. La troisième catégorie, je dirais que c'est celle des aliens body snatchers, donc ceux qui se font passer pour des humains. Là, on est sur la dimension ultra paranoïaque de la question des aliens. Et au-delà de cette paranoïa et comment ça tisse des récits qui sont vraiment très très efficaces, il y a aussi toute une dimension symbolique, parce que là, ça resitue l'altérité sous nos propres traits. Il y a vraiment ce côté symbolique du « on est vraiment étranger à nous-mêmes ». Et il y a un côté vraiment extrêmement angoissant, existentiellement, parce que les body snatchers, c'est la plus pure, inquiétante étrangeté. Il y a un truc qui cloche, mais impossible de dire quoi. Au point que même dans une comédie potache genre Mars Attacks, la scène de body snatcher, elle est super angoissante. La quatrième catégorie pour moi, c'est les aliens. Ils nous ressemblent, ça sera plus pratique. Voilà. Généralement, c'est la catégorie on n'a pas assez de budget, donc on va dire qu'ils ressemblent à des humains. Mais quand c'est bien fait, genre dans Starman de Carpenter, on va dire que c'est la version un petit peu bienveillante des body snatchers. Ils savent qu'on est des petites natures et que l'altérité ça nous fait flipper, et du coup ils sont sympas, ils prennent nos traits pour histoire de faciliter la communication. Et là niveau exemple, ça va de The Man Who Fell to Earth avec David Bowie à La Soupe aux choux. Voilà, je pensais pas à dire ces deux choses dans une même phrase un jour, mais tout arrive. La cinquième catégorie, je dirais que c'est celle des aliens expérimentaux. Là, c'est des récits qui se demandent vraiment, vraiment comment représenter l'altérité. Et le truc avec la vraie altérité, c'est que souvent, elle est indescriptible. Elle est autre, comme son nom l'indique. Du coup, c'est des récits qui font souvent le choix de la représenter de manière assez abstraite. Cette catégorie, c'est peut-être la meilleure manière d'aborder l'altérité, parce que vraiment, elle a ce côté qu'on ne peut plus percevoir. Bon, dans la catégorie expérimentale, on va aussi mettre des designs rigolos, genre dans Dark Star de Carpenter, où l'alien, c'est un gros ballon de plage. Here, boy. Want your mouse? Nice mouse. Pretty toy. Want your mouse? Here, boy. Et la sixième et dernière catégorie, pour moi, je dirais que c'est celle des aliens poétiques, c'est-à-dire une altérité qui nous renvoie à une forme de pureté à laquelle on n'a pas encore accès. Généralement, bon, c'est des aliens qui sont assez bienveillants. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de récits qui s'inspirent des fonds marins pour designer ces formes un petit peu poétiques. Genre, bien entendu, Abyss, ou plus récemment, Nope. L'OVNI n'est pas vraiment un OVNI, c'est une créature en tant que telle, et qui a cette dimension médusesque très poétique. Donc on l'a vu, si les extraterrestres portent des vêtements dans les récits, que ce soit des récits fictionnels ou des récits qui se veulent réels, c'est soit parce qu'ils veulent se faire passer pour des humains et qu'il faut dans tous les cas leur appliquer les mêmes codes de morale à base de vêtements au risque de se faire censurer la tronche, c'est aussi simple que ça, soit parce qu'ils portent des tenues pour les protéger, du genre dans Independence Day, les extraterrestres qui ressemblent à des poulpes aliénesques vaguement humanoïdes portent des exosquelettes, quand ils sont sortis sur notre planète, mais une fois qu'ils sont dans leur vaisseau, ben voilà, ils sont à poil, tranquilles, à la fraîche. Mais dans tous les cas de figure qu'on a vus, la seule raison de porter des fringues, ça a l'air d'être une raison purement pratique, à savoir la survie. What's your problem? Alors un bon contre-exemple à ça, c'est Mars Attacks, qui est à la fois un hommage au pulp du début du XXe, mais aussi un pastiche de Independence Day, où les Martiens, une fois qu'ils sont dans leur vaisseau, ils portent un petit slip de l'espace, tranquille, voilà, parce que c'est joli. Mais là, voilà, il n'y a pas une visée particulière, c'est juste parce que c'est rigolo de voir des choses qui portent des slips de l'espace. Et c'est pareil pour Buckaroo Banzai, pour Explorers ou même Paul. Oui, ils portent des fringues, mais c'est toujours dans une visée comique, pour faire décaler, comme si les vêtements aliens, c'était pas sérieux. Mais une chose est sûre, pour des formes aliens intelligentes et avancées, censées représenter l'altérité, porter des fringues par réelle pudeur ou par simple kiff esthétique, je vois simplement pas d'exemple réellement notable. À part peut-être le Predator,
Parce que au-delà de tout son attirail, il porte un slip de l'espace en acier et des fishnets, apparemment juste pour des raisons... parce que c'est joli. Mais voilà, au-delà du fait qu'il a la tête d'un insectoïde rasta, il est ultra anthropomorphisé, ultra humanoïde dans ses attitudes et dans sa forme générale. Et les petits gris, en fait, c'est ce qui permet d'avoir une forme humanoïde nue, sans s'emmerder avec la censure. C'est ça qui les rend intéressants, parce que, comme on l'a vu, ils sont à mi-chemin entre le fœtus et la créature folklorique, avec une dimension totalement asexuée. Donc la question, en fait, de censurer quelque chose ne se pose même pas. Bon, après, il faut dire aussi que notre manière de considérer ce qui est vêtement alien ou pas est aussi très liée à notre manière de considérer ce qui est alien ou pas. Je sais pas, ça ressemble à quoi des vêtements extraterrestres? Dans certaines représentations, on n'est pas tout à fait sûr de savoir si c'est des vêtements ou leur corps eux-mêmes. Mais bon, ça c'est notre histoire. Et du coup, quelques questions se posent. Est-ce que les aliens ont des parties génitales à cacher? Est-ce qu'ils sont capables de ressentir de la honte? Est-ce qu'une forme intelligente et consciente d'elle-même, même si elle est foutue physiquement différemment, dans un environnement différent, est-ce qu'elle passe quand même, en tant que corps, par le même rapport fondamental au monde? I'm not quite sure how to ask this, but when your species loses a piece of tissue, is it conscious? Kind of. I have a dim sense of a dark, wet place. I just can't get any more specific than that. Donc, l'essentiel du temps, dans notre manière de les imaginer, pourquoi les aliens ne ressentent pas de pudeur et même de vanité esthétique? Tout simplement parce que ça les individualise. Parce que ça les humanise. So you still think humans are ugly, huh? Compared to a truck. Very ugly. Thank you. Au milieu de l'altérité, il y a quelque chose auquel on peut s'identifier. Ah, chouette! Eux aussi ressentent de la honte, de la pudeur et de l'attraction pour des choses un petit peu superficielles. Cool, on a un point commun. Là, au contraire, dans les récits qui nous intéressent, ils sont supérieurs parce qu'ils ne ressentent pas ça. Ils n'ont aucune de ces faiblesses, ou en tout cas, ce qui est perçu comme des faiblesses. Et c'est aussi pour ça que généralement, ils savent exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas un idiot du village au milieu qui va déconner ou faire une erreur. Les aliens sont représentés comme une intelligence, une conscience soudée. En fait, une conscience dont on n'a pas la clé. Ce collectif, il fait flipper soit parce qu'il représente une masse écrasante, donc synonyme de destruction, soit parce qu'il devient quelque chose qui est voué à nous absorber et à nous priver de nous-mêmes, à nous priver de notre individualité. Même dans la guerre des mondes, quand l'espèce alien n'a même pas pensé au fait qu'un simple rhume pouvait littéralement les atomiser collectivement, cette erreur, ils la font en bloc. Il n'y a pas un objecteur de conscience au milieu qui fait « Hey les gars, j'ai pensé à un truc qui pourrait nous nuire » et qu'il a été écarté. Cette partie de l'histoire, elle n'est pas traitée. C'est pas ce qui nous intéresse. Are we the baddies? La pudeur et la complexité du rapport à l'autre, et notamment au corps des autres, c'est quelque chose qui reste profondément humain, à nos yeux en tout cas. Les habits, c'est ce qui permet de cacher l'altérité qui dérange. Voilà, en société, ce qui est accepté de montrer, c'est littéralement les mains, pour des raisons purement pratiques, et la tête. Voilà, pour réduire l'altérité au minimum, parce que ça individualise, ça humanise, c'est sous contrôle, on sait qui c'est. Et pour toutes ces raisons, la figure du petit gris nu, c'est une pure figure d'altérité cauchemardesque, en fait, et c'est parfait pour les récits d'enlèvement. Comme on l'a vu, en fait, dans cette figure, il y a une dimension quasi folklorique qui tape profond dans l'inconscient, et c'est pas pour rien que beaucoup de films jouent justement sur l'ambiguïté de ces aliens, dont on ne sait plus s'ils sont réels ou s'ils se tapissent au plus profond de notre cerveau. Ce qui fait que narrativement, mais aussi au niveau de la mise en scène, on a très souvent affaire à des choses qui relèvent du rêve, de l'état second. Avec la sempiternelle lumière irréelle qui éclaire la nuit, les ralentis oniriques, la distorsion des sens et de la communication, dans le plus pur mode paralysie du sommeil, le côté brumeux de l'image, les persos qui ne peuvent se souvenir que sous hypnose. Niveau trope, là, on est bon, tout y est. Il y a tout un langage cinématographique de la rencontre alien qui a été gravé dans le marbre. Et c'est pour ça que la figure du petit gris, j'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui la plus populaire, mais à un niveau qui est même pas comparable aux autres. C'est qu'en fait, les petits gris, c'est nous, et c'est pas nous. Et c'est pour ça que leur nudité dérange, sans être pour autant censurable. C'est l'équilibre parfait en fait. Et c'est aussi l'équilibre parfait entre l'altérité alien, le mystère humain, une figure en fait tellement simple qu'un gosse pourrait la dessiner, et tellement ambiguë qu'on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, réelle ou fictionnelle, humaine ou non. Et quand on y pense, c'est une figure qui visuellement contient toute l'ambiguïté de toute la question extraterrestre. Bref,
À mon sens, après tous ces exemples, les aliens sont venus pour deux raisons principales. Pour représenter une altérité monstrueuse, c'est-à-dire dans notre inconscient taper dans quelque chose de bestial, soit pour représenter une altérité pure, c'est-à-dire avec toute une dimension de transcendance, où les aliens en fait ont tellement évolué qu'ils sont capables de transcender toutes ces bassesses et tous ces défauts et toutes ces considérations terre à terre qu'on a. Ils sont au-delà. Ils ont compris. Voilà. La plupart du temps, l'essentiel du temps, l'immense majorité du temps, les aliens sont nus parce qu'on reste de gros tartuffes très mal à l'aise face à la nudité. Je pense que c'est une bonne conclusion, non ? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mon très bon ami Pierre Lagrange, sociologue et anthropologue, de m'avoir évité de dire trop de bêtises concernant l'historique des représentations aliens. Il en reste sûrement quelques-unes dans le tas, mais bon, ça a pas mal élagué. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir son travail de recherche qui est passionnant. D'ailleurs, il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Projet Crank, qui est extrêmement érudite et avec une perspective sur ces sujets qui est une bouffée d'air frais, donc je vous mets le lien dans la description. Merci encore une fois à Metal Hurlant d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un très grand merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee. C'est une aide extrêmement précieuse qui me permet de continuer à faire cette chaîne sous un jour assez, on va dire, aventureux et assez inattendu aussi dans le choix des sujets. Je pense que c'est une chose à laquelle vous êtes assez sensible, donc vraiment j'espère continuer autant que possible dans cette direction. Si vous voulez soutenir la chaîne, je mets le lien de Tipeee dans la description. Et enfin, juste pour vous rappeler que Estrange, la revue que j'ai créée qui est dédiée, comme son nom l'indique, à l'étrange, est toujours disponible un petit peu partout, commandable en ligne. C'est un projet dont je suis extrêmement fier. Ça, c'est le 3e numéro qui est consacré, tiens, ça tombe bien, au magazine Pulp. Et en avril sortira le 4e numéro qui sera dédié à la mémoire d'Internet. Voilà, je vous dis tout simplement, à très bientôt.